Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Bien. Un peu froid, n'est-ce pas? C'est vrai qu'à Tahiti, nous aussi, on n'a pas l'habitude de ce froid. Mais c'est un bon froid, ça fait du bien. Hein? Vous savez que le froid, ça aide à mieux se concentrer? Oui? C'est vrai, ça contracte ça réduit la taille de vos... Ça contracte les neurones et en même temps, ça augmente l'influx nerveux. Et contrairement à lorsqu'il fait chaud, on a plus de difficultés à se concentrer. Voilà. Au moins, on a un avantage d'être ici dans cette salle climatisée naturellement, n'est-ce pas? Voici, donc nous sommes déjà arrivés à notre 5e soirée et avant-dernière soirée de ce séminaire sur la santé. Nous espérons que ça a pu vous apporter beaucoup de bien, que ça a pu vous aider, et aussi que ça pourra aider d'autres personnes. Ce soir, le sujet que nous allons voir peut-être ne concernera pas la majorité de ceux qui sont ici, mais en tout cas, je pense qu'il pourra en aider peut-être vos amis et vous pourrez vous-même, au travers de ce que vous entendrez, expliquer à d'autres ce sujet-là. En effet, ce que nous allons voir ce soir, il s'agit de comment maigrir durablement. Je précise bien durablement parce que beaucoup de personnes ont fait différents types de régimes et nous avons tous vu et peut-être essayé ce qu'ils ont fait et constaté que pas longtemps après, on reprend même plus que ce qu'on avait perdu. Et vous allez voir que la raison pour laquelle cela se passe, c'est que beaucoup de ces personnes qui proposent ces régimes, ont une méconnaissance de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et manquent d'études à l'appui. Et vous allez voir que ce soir, lorsque je vous expliquerai le sujet, pour que vous puissiez comprendre, je ne vais pas seulement donner la solution, mais je vais essayer de détailler en apportant les études à l'appui. Ce sont vraiment des preuves. Je ne vais pas dire seulement comme ça, mais vous aurez des preuves, des études concrètes qui ont été faites pour que vous puissiez de vous-même comprendre que la solution qui sera apportée est vraie. Et vous allez voir que ça fonctionne. Donc, ce soir, je vais m'appuyer sur principalement deux livres, deux auteurs. Le premier, il s'agira du docteur Jason Fung, qui est docteur en néphrologie. Donc, c'est quelqu'un qui étudie les reins. Et parce que pendant plusieurs années, il a vu des personnes obèses, atteintes du diabète, qui avaient les reins qui dysfonctionnaient, il s'est penché sur la question de l'obésité et a fait énormément de recherches. Et donc, le livre qu'il a écrit s'intitule « Code obésité », pour ceux qui aimeraient le lire. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on grossit au travers de ce qu'il nous partage. Il y a également Colin Campbell, ce docteur et chercheur dont je vous ai parlé, qui a fait cette plus longue étude sur la nutrition. Et vous allez voir également qu'il nous donne des conseils au sujet de la prise de poids et comment perdre ce poids. L'obésité ou le surpoids, ici en Calédonie, j'ai été un petit peu surpris parce qu'en arrivant avec mon beau-père, on regardait un petit peu les personnes sur Nouméa et on ne voyait pas autant d'obèses qu'en Polynésie. Mais finalement, en regardant de plus près les chiffres et surtout en allant sur une étude statistique réalisée par l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, l'ASSNC, que vous connaissez, en 2015, ils ont réalisé une enquête sur la santé des Calédoniens de 18 à 60 ans. Et j'ai regardé, à l'intérieur, ça fait plus de 200 pages, mais j'ai juste pris les parties qui m'intéressent.
Et j'ai vu qu'en réalité, la Calédonie était touchée aussi par ce fléau de l'obésité. En effet, on voit que plus de 37,7% de la population, donc ça a été fait sur toute la Calédonie et les îles Loyauté, ils sont atteints d'obésité. Ce qui est un chiffre quand même important, très important même comparé aux pays dans le monde. Dans le monde, si on prend le pourcentage d'obèses, dans tous les pays confondus, vous avez une moyenne de 12%. Et là, on est pratiquement à 3 fois la moyenne. Donc on est vraiment au-dessus de la moyenne ici en Calédonie. Et si vous regardez la totalité avec ceux qui sont surpoids, c'est-à-dire ceux qui ont une masse corporelle plus grande que la normale, ça vous fait ceci, 67,3%. En effet, l'étude nous dit que la prévalence de l'excès de poids est de 67,3% dans la population, soit plus de 2 Calédoniens sur 3. 2 Calédoniens sur 3 sont donc en surpoids. Dans 1 sur 3 est obèse. Donc, c'est un problème finalement qui est réel et qui existe ici. Et je pense, comme je le disais, que ça pourra peut-être vous aider vous-même, qui êtes en surpoids, ou d'autres personnes que vous connaissez. 37,7% d'obèses, c'est énorme. Donc c'est presque autant que la Polynésie française. Nous sommes à 40%. Il y a beaucoup d'obèses en Polynésie. Mais on est vraiment au bout de l'échelle. Si vous regardez dans le monde, les pays où il y a le plus d'obèses, ce sont les États-Unis, qui est à 38%, la Polynésie française en est à 40%, et nous sommes ici à 37%. C'est énorme. Beaucoup, beaucoup d'obèses. Et donc, ce soir, nous allons donc comprendre comment on peut maigrir, mais de façon durable. Alors, la question d'abord qu'il faut se poser avant de vouloir perdre du poids, c'est d'abord de comprendre pourquoi est-ce qu'on grossit. Et là, quand on demande aux personnes pourquoi est-ce qu'on grossit, on a 2 types de réponses. Et en fonction de ces 2 types de réponses, on va développer certains régimes. Mais comprenez bien ce qui est dit. Donc, premièrement, la première chose, quand on entend parler des personnes, pourquoi on grossit, ils diront, c'est parce que, premièrement, on mange trop. On mange trop, mais aussi, c'est le fait de ne pas assez bouger. Je mange, je ne bouge pas assez, et du coup, je vais accumuler le surplus sous forme de graisse. Et donc, vous avez ceci qu'on vous donne beaucoup derrière les aliments, la valeur nutritionnelle des aliments, vous avez les calories, qui représentent l'énergie chimique à l'intérieur de l'aliment, mais vous allez voir que c'est biaisé, en effet. Donc, vous avez maintenant on vous marque la valeur nutritionnelle, par exemple, si je mange pour 2000 calories, j'ai mangé pour la journée 2000 calories. Et au cours de mon activité, j'ai bougé, mais je n'ai pas bougé assez, et j'ai seulement dépensé 1800 calories. Alors, vous comprenez qu'il me restait 200 calories que je n'ai pas utilisées, n'est-ce pas? Et alors, on dit que ces 200 calories qui restent, je vais les stocker sous forme de graisse. Ça, c'est un raisonnement qu'il y a eu dans le monde de la santé, mais qui malheureusement n'a pas été appuyé par des études. Ça, on a pris directement un raisonnement qu'on a en physique, en chimie, mais qui n'est pas réaliste. Ce n'est pas directement lié à la biologie. Et c'est ça qui a manqué. Parce qu'on dit que ce qu'on ingère, on doit dépenser, sinon on accumule. C'est un raisonnement typique chimie, mais pas biochimie. Donc, le problème, c'est que donc je vais accumuler. J'accumule 200 calories et je vais produire cette graisse. Alors, la solution qui a été apportée par des personnes dans le domaine de la santé, c'est alors de manger, mais pas des plats riches en calories. C'en est ce qu'on appelle les régimes hypocaloriques, c'est-à-dire peu de calories, moins de calories que ce qu'on consomme. Et beaucoup, je suis sûr, ont dû essayer. Par exemple, des personnes, on les prépare des shakers
des mélanges, des poudres protéinées, ils rajoutent de l'eau, et c'est ça leur alimentation. Et on leur dit, ben avec ça, tu vas maigrir. Vous allez voir que oui, ça fonctionne, mais il y a un grand inconvénient à cela. En effet, regardez, quand les personnes vont manger moins, cette étude qui est sortie du New England Journal, qui est un journal sûr, journal scientifique, il nous montre ceci. Alors, si on essaie de comprendre ce graphique, eh ben, on voit que des personnes donc, à poids normal, ici, eh ben, leur métabolisme ne change pas. On va prendre la référence. Okay? Qu'est-ce qui se passe quand une personne va prendre du poids? Par exemple, son poids va augmenter de 10%. De 80 kg, il passe à 88 kg. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on mesure ici ce qu'on appelle son métabolisme, l'énergie qu'il va vouloir dépenser, son activité. On voit que son métabolisme augmente. Il a un grand métabolisme. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui prend du poids, qui va manger, qui prend du poids, c'est quelqu'un qui a envie de se dépenser, a envie de faire du sport, il veut bouger. C'est le métabolisme qui augmente. À l'inverse, quelqu'un qui va perdre du poids avec ses régimes hypocaloriques parce qu'il ne mange pas beaucoup, son métabolisme par rapport à la normale va diminuer. C'est le même système que vous avez quand les ours, par exemple, ou les animaux hibernent pendant l'hiver. Parce qu'ils ne mangent pas, ils perdent du poids, leur métabolisme ralentit et diminue. Donc tous ceux qui pratiquent ces régimes hypocaloriques, qui ne mangent pas beaucoup, vont perdre du poids, mais le problème c'est qu'ils vont se sentir faibles. Ils n'ont pas envie de bouger, ils sont fatigués. Et il y a un deuxième problème lié à ça, vous allez voir. Donc, premièrement, je perds du poids en mangeant moins, oui, c'est normal, j'apporte moins de nutriments, mais malheureusement, je suis faible. Mais la conséquence à cela, elle est plus vicieuse. Et c'est là que vous allez voir ce qui se passe. Regardez cette étude maintenant. Regardez le revers de la médaille. Eh bien ici, c'est une étude qui a été faite sur une population, des personnes. Et ces personnes, eh bien, on leur a attribué un régime hypocalorique. Donc tous les jours, ils devaient avoir seulement une portion de 500 calories. C'est peu. Ils vont manger cette portion pendant plus de 10 semaines. Ça fait environ 2 mois et demi. Et pendant 2 mois et demi, ils vont manger juste ce shaker. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez la courbe en noir. Leur poids va diminuer. Donc, tous perdent du poids. C'est normal, ils ne mangent plus beaucoup. Ils perdent du poids. On va les suivre pendant 10 semaines, leur poids diminue. Mais regardez ce qui se passe à partir de 10 semaines ici. On va leur dire maintenant, arrêtez le régime, mangez maintenant comme vous avez l'habitude, reprenez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de faire attention à ce qu'ils mangent et on va surveiller leur poids pendant 1 an, c'est-à-dire 52 semaines en plus, on arrive à 62 semaines. 1 an plus tard, eh bien, on voit que au fur et à mesure des mois, leur poids va faire quoi? Il va augmenter. Et regardez maintenant ce qui se passe au niveau hormonal pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils reprennent du poids. Lorsqu'on va mesurer à ces personnes leurs hormones, on va le faire au moment des 10 semaines, c'est-à-dire après qu'ils aient fini le régime, et à la fin de l'année, qu'on les a suivis 1 an plus tard, où ils ont repris du poids. On va mesurer leur hormone. Regardez, l'hormone de l'appétit qu'on appelle la gréline sera mesurée avant qu'ils ont fait le régime. C'est la courbe que vous avez en noir. Elle sera mesurée après les 10 semaines de régime. Là, ils ont perdu du poids. Donc, c'est la courbe que vous avez en bleu. Et on va mesurer également le taux de cette hormone après 1 an, ici en rouge. Qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que quand vous regardez la courbe en noir, ils avaient une certaine sécrétion de cette hormone. Donc ils avaient faim quand ils mangeaient, quand leur arrivait de manger, ils commençaient à avoir faim. Voici ce qui est sécrété. 10 semaines après,
le régime en bleu, eh bien on voit que l'hormone, elle est plus sécrétée. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont une plus grande sensation de faim. Ils ont faim. C'est normal parce que ça fait 10 semaines qu'ils ont mangé très peu. Et donc, leur quantité d'hormones est plus grande. Ils ont faim, ils réclament à manger. C'est normal que c'est plus grand. Mais là où c'est vicieux, c'est ceci. La courbe en rouge, c'est-à-dire 1 an après avoir fait le régime, eh bien, 1 an après avoir pratiqué ce régime, leur courbe en rouge est supérieure à celle en noir. C'est-à-dire que leur appétit est plus grand après avoir fait le régime 1 an après que s'ils n'avaient pas fait. Ça veut dire quoi? Eh bien, ils ont plus d'appétit parce qu'ils ont fait ce régime. Ils auraient dû alors ne pas faire ce régime et ils auraient cette quantité d'hormones, ils auraient moins d'appétit. Donc, le fait d'avoir fait un régime hypocalorique, on a plus d'appétit que sans avoir fait le régime. Et c'est pour ça qu'après, au bout d'1 an, on prend du poids et on continue parce que le taux de gréline est plus grand que la normale. On continue de manger plus et on a perdu, mais on va reprendre plus. On reprendra plus parce que notre taux de gréline est plus grand. Aussi, il y a une autre hormone, pardon, ce n'est pas une hormone, c'est un peptide qu'on appelle le peptide YY, c'est une protéine qui va directement influencer sur le fonctionnement des hormones de satiété. Donc on va mesurer en fait ici la réponse à la satiété, c'est-à-dire que vous mangez et vous avez tous vu quand vous mangez, eh ben, vous sentez à un moment que là vous avez suffisamment mangé, vous êtes repu, d'accord? Donc on va mesurer cette hormone qui vous fait dire c'est bon, tu as assez mangé, tu es repu. On mesure cette réponse à la satiété. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en temps normal, là, voici la courbe. Mais après avoir fait 10 semaines de régime hypocalorique, alors on a un taux plus faible. Ce qui veut dire que, comme il y a moins de peptide YY, ça veut dire que vous sentez qu'après avoir mangé une certaine quantité, ça ne vous suffit pas. Vous avez besoin encore de manger. C'est normal, suite aux 10 semaines de régime hypocalorique, ils ne mangent pas beaucoup. Donc c'est normal qu'ils produisent moins de peptides Y. Ils sont pas calés, ils ne sont pas repus, ils ont besoin encore de manger. C'est normal. Mais le problème, c'est ceci, c'est qu'après 1 an avoir fait ce régime, la sécrétion de peptides YY est encore plus petite que s'ils n'avaient pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 an après, eh ben, quand je mange, la quantité que je mange ne me satisfait pas, j'ai besoin de manger plus. Non seulement j'ai faim, j'ai plus faim qu'avant, mais en plus, quand je mange, j'ai besoin d'absorber plus parce que je sens que je ne suis pas calé, je ne suis pas repu. Et ça, c'est le revers de la médaille. Je mange plus parce que je ne ressens plus la sensation de satiété. C'est pour cela que tous ces régimes hypocaloriques, eh ben, forcément, va amener sur une reprise de poids. Les effets yo-yo, c'est normal quand vous faites ces régimes hypocaloriques. Physiologiquement, c'est normal parce que vous sécrétez moins de peptides YY, vous avez plus envie de manger et en plus, vous avez plus d'appétit car vous avez plus de gréline qui est sécrétée. Donc c'est normal. Et c'est pour ça que ces régimes n'ont jamais fonctionné. Deuxièmement, pourquoi on grossit? D'autres ne vont pas dire c'est parce que tu as accumulé, parce que tu n'as pas beaucoup trop mangé, du coup tu accumules, mais il y a un autre raisonnement qui est arrivé également, je ne sais plus si c'est dans les années 90 il me semble, où on disait ceci, qu'on grossit parce qu'on mange trop gras. Vous avez peut-être dû déjà entendre cette réponse. Hein? Tu manges trop gras, trop huileux, c'est trop gras, donc c'est pas bon pour toi. Pourquoi? Si il y a trop d'huile, tu manges trop de beurre, trop de graisse, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tout ce gras-là, ça va se retrouver où? En graisse. C'est comme si la graisse que tu manges, ça va se retransformer en graisse. Mais ça, c'est une méconnaissance de ce qu'on a vu hier. Vous
vous vous souvenez, le métabolisme, comment est-ce qu'il gère les graisses? On a vu les lipides insaturés, eh ben, ils ne se transforment pas en graisse. Hein. Le lipide insaturé, il se casse, il devient des acides gras. Ensuite, il traverse la barrière intestinale. Et ensuite, il est utilisé directement pour former vos cellules, pas pour former de la graisse. Ça, c'est faux. Mais malheureusement, ben, certains ont dit que c'est ça. Et alors, c'en est un type de régime qu'on appelle les régimes high carb, low fat. C'est-à-dire riche en carbohydrates. Les carbohydrates, ce sont les glucides, pâtes, pain, etc. Beaucoup de carbohydrates et low fat, peu de graisse. Et est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, vous allez voir que non. Parce que quelqu'un qui est le président de cette association Public Health Collaboration, Sam Feldham, a réalisé lui-même ce régime. Mais il va comparer ce régime avec un autre régime. Et cet autre régime, c'est un régime riche en graisse. Donc, voici en fait les deux types de régimes. Ce que proposent les personnes qui disent que c'est à cause du gras qu'on grossit, ce sont les régimes riches en glucides qui vont proposer high carb, low fat, beaucoup de glucides, peu de graisse. Lui, il va faire ce régime, voir ce qui se passe. Mais quand il va le faire en mangeant une grande quantité. Ensuite, il va faire l'inverse, c'est-à-dire il va prendre un régime où il va prendre peu de glucides et beaucoup de graisse. Alors regardez ce qui se passe. Tout d'abord, nous allons regarder son poids. Vous avez ici la ligne en bleu qui est la ligne théorique de sa prise de poids. Il s'est dit, si pendant 21 jours, je vais me nourrir avec 5000 calories de carbohydrates, eh ben, je vais grossir, c'est normal. Donc, il s'attendait à ça. Il va faire ce régime riche en glucides et il va voir la pratique, ce qu'il va mesurer concrètement, c'est ce que vous avez en jaune. Donc, il voit que oui, la théorie suit la pratique. J'ai bien pris du poids. Il va également regarder son tour de taille. Le tour de taille, nous l'avons ici en rouge. Et il voit que son tour de taille, eh ben, parce qu'il prend du poids, le tour de taille ici augmente par rapport au début. Ça, c'est normal. Maintenant, il va faire le régime inverse. Prendre beaucoup de graisse et peu de glucides. Mais il va manger toujours en grande quantité, 5000 calories, pour 5000 calories de valeur énergétique. Voici la courbe qu'il a prévue. Parce qu'il va manger beaucoup, donc il va grossir. Mais regardez maintenant l'expérience en rouge foncé, en marron. L'expérience montre qu'il a mangé beaucoup, mais quand il s'est pesé, eh ben, son poids n'a pratiquement pas bougé. Et son tour de taille, regardez, on dirait même qu'il a perdu du tour de taille. Ça veut dire quoi? Que finalement, un régime pauvre en glucides, eh ben, et riche en graisse, ne fait pas grossir, contrairement à un régime riche en glucides qui fait grossir. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un régime riche en glucides, au lieu qu'il me fasse maigrir, me fait grossir. Et là, vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'on grossit. On ne grossit pas à cause de la graisse. La preuve, il l'a fait et en plus, il perd du tour de taille, son poids se stabilise. On ne grossit pas à cause de la graisse. Ça, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'on grossit quand on prend beaucoup de carbohydrates? Regardez maintenant, beaucoup de glucides. Et là, il faut comprendre alors votre métabolisme. Comment est-ce qu'il fonctionne? Lorsque vous mangez des carbohydrates, des glucides, on a vu ce sont des longues chaînes d'amidon, composées de petites molécules alignées les unes aux autres qu'on appelle le glucose. On a vu que l'amidon, eh ben, il se découpait au niveau de la bouche avec l'enzyme appelée amylase et il va produire ce glucose. Au moment où ce glucose va atterrir au niveau de l'estomac et ensuite dans l'intestin grêle, on a vu que c'est là que ce glucose va entrer à l'intérieur
de votre sang. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe avec ce glucose. Okay? Donc on part du glucide, ça arrive glucose, il entre maintenant dans le sang. Arrivé dans le sang, eh bien, votre corps, lui, ne peut pas tolérer lorsqu'il y a trop de sucre. Un fort taux de sucre, qu'on appelle la glycémie, un fort taux de glycémie n'est pas bon pour le corps. Pourquoi? Parce que quand on est en hyperglycémie, on a trop de sucre, eh bien, premièrement, ça va détériorer vos vaisseaux sanguins et vos nerfs. Alors, pour pouvoir éviter d'avoir trop de sucre dans votre corps et que vos nerfs, que vos reins également on va dire, se détériorent et que vous avez des insuffisances rénales, eh bien, pour éviter ça, que va faire le corps? Il va vouloir le stabiliser, ramener. C'est pour cela que le corps, il va tolérer seulement 0,7 à 1,1 g de glucose par litre de sang. Il ne peut pas aller plus. Il va essayer de le ramener. Inversement, pourquoi il le maintient à 0,7 et pas plus bas? Eh bien parce que si je vais plus bas, si je n'ai pas beaucoup de glucose dans mon sang, là ce n'est pas bon non plus. Il ne faut pas avoir trop, il ne faut pas avoir pas beaucoup non plus. Pourquoi pas beaucoup? Parce qu'on a vu que le glucose était important pour votre métabolisme, parce que vos cellules, toutes, fonctionnent avec quoi? Du glucose. Si je n'ai plus de glucose, je peux tomber en syncope. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il va essayer de maintenir la quantité de sucre dans votre corps à 0,7 à 1,1 g par litre. Il le maintient, cela. Comment il le fait pour maintenir ce taux de sucre? Pour pas qu'il y ait trop, pas qu'il y en ait moins. Eh bien, au niveau de votre pancréas, vous avez des cellules qu'on appelle les cellules de Langerhans qui vont produire deux types d'hormones. Premièrement, si vous avez trop de sucre, pour pouvoir diminuer et ramener plus petit que 1,1 g, l'hormone qu'il va sécréter, c'est l'insuline. Lui, il va faire quoi, l'insuline? Il va diminuer la quantité de glucose. Inversement, quand vous n'avez pas beaucoup de sucre dans votre corps, eh ben, pour pas que vous tombiez en syncope, le pancréas va sécréter une autre hormone qu'on appelle le glucagon. Et le glucagon va pouvoir relâcher du glucose qui se trouve dans vos cellules. On verra où est-ce qu'il se trouve. Donc le glucagon va relâcher. Voici comment est-ce que le corps fait pour maintenir ce bon niveau de glucose. Pour pas que vous tombez en syncope ou pour pas que vos nerfs se détériorent. Maintenant, ce qu'on va voir, ce qui nous intéresse, ça sera cette hormone. Pourquoi? Parce qu'on a vu, qu'on cherchait à comprendre, pourquoi un régime riche en glucides fait grossir. Eh bien, si j'emmène trop de glucides, c'est parce qu'il y aura trop de glucose. Et donc, s'il y a trop de glucose, le corps va chercher à diminuer. Donc, c'est lui qui va agir, l'insuline. Et donc, on va s'intéresser à son fonctionnement. Lui, il fait l'inverse et tout. Donc, l'insuline, pour comprendre, on va juste la remplacer, cette molécule, par un triangle. Et on va prendre le triangle comme l'insuline. Voici comment est-ce qu'il agit. On a vu que lorsque le sucre arrive, donc au travers du sang, bam, j'ai mangé, une grande quantité de glucose arrive, et bien qu'est-ce qui se passe? S'il y en a trop, le pancréas va donc libérer, comme on a dit, l'insuline. Et comment est-ce que ça va permettre de diminuer le taux de sucre dans votre sang? Eh bien, l'insuline va se diriger près de certains capteurs de vos cellules, les capteurs de l'insuline, et ils vont se fixer dessus. En se fixant dessus, c'est comme si vous avez une clé qui va permettre d'ouvrir une porte des cellules. Une fois que la clé est rentrée, la porte peut s'ouvrir, et là, le glucose qui était dans le sang, eh ben, il va rentrer à l'intérieur de la cellule, faisant qu'il y en a moins. Et que là, maintenant, ben, le corps, c'est bon. Il peut fonctionner. Il n'y a pas trop de glucose. Donc voilà comment est-ce qu'il sonne. Il vient se fixer, la porte s'ouvre, le glucose en excès rentre dans la cellule. Et ce glucose-là,
le corps, il va faire quoi? La cellule va faire quoi? Il va les compiler pour former des stocks qu'on appelle le glycogène. Okay? Donc voilà comment il fonctionne l'insuline. Il vient, il ouvre la porte, la cellule ouvre, et voilà que le sucre en trop vient à l'intérieur. Mais regardez que ce n'est pas n'importe quelle cellule qui va le faire. Et c'est important de comprendre cela. Voici ce qui se passe. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va manger, qui va ingérer 100 grammes de glucose. 100 grammes de glucose, c'est facile à atteindre. C'est quand vous prenez par exemple une canette de limonade qui contient 35 grammes. C'est comme si vous ajoutez avec un sandwich, à peu près 30 grammes de sucre, de glucose, et vous rajoutez 2 boules de glace, 30 grammes aussi. Ou sinon, à la place des 2 boules de glace, vous prenez une part de gâteau. Donc, avec une canette de limonade, un sandwich et 2 boules de glace ou un gâteau à la place, vous avez ces 100 grammes. Voici les 100 grammes de glucose arrivent. Ils ont été digérés et pomme, 100 grammes arrivent à l'intérieur de mon intestin. Ils entrent dans mon sang. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? 100 grammes arrivent. Or, on a dit que la glycémie doit rester de 0,7 à 1,1 gramme par litre. Comme vous avez 5 à 6 litres de sang, ça représente à peu près 5 grammes à 6 grammes de sucre. Ce qui veut dire que le corps, pour quelqu'un d'un poids normal, il doit seulement avoir 5 à 6 grammes de sucre. Mais voilà que 100 grammes arrivent. Waouh! Qu'est-ce qu'il va faire? Que fait le corps? Qui va réagir là? C'est le pancréas, en libérant quoi? L'insuline. Et voici que l'insuline arrive et il va aller vers les cellules. Alors, quel type de cellules? Alors, lorsque vous avez 100 grammes qui arrivent, le corps, lui, va répartir ces 100 grammes en deux. 50 à 60% vont se diriger vers les cellules du foie pour être stockés à l'intérieur. Et le reste, donc 50 autres %, donc si c'est 50 grammes qui vont là, le reste va aller dans les cellules musculaires. Okay? Donc le sucre va être stocké à l'intérieur sous forme de glycogène. Vous vous souvenez des petits stocks qu'ils font dans la cellule? Voilà. Hein? Donc ça va à l'intérieur. C'est bon, 50 grammes, on n'a pas trop de sucre, je reste à 5 à 6 grammes dans mon sang, mes nerfs ne sont pas détériorés, tout va bien. Le problème, c'est quoi? Eh ben, c'est lorsque vous allez continuer à manger comme ça, par exemple, l'après-midi. Vous ajoutez encore du sucre en prenant, par exemple, un gâteau ou un petit bonbon, ou voilà, je ne sais pas. Vous prenez encore du sucre. Ce sucre qui va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, le pancréas va faire la même chose. Il produit de l'insuline, prend le sucre pour aller les stocker dans les cellules du foie et dans les cellules du muscle, pour le faire sous forme de glycogène. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire de façon indéfinie. Vous ne pouvez pas stocker autant que vous voulez de glucose. Il y a une limite. Le foie, lui, il s'arrête à 100 grammes. Les muscles, lui, ils peuvent aller jusqu'à 300 grammes pour votre corps, pour une personne de corpulence normale. Et le reste, qu'est-ce qu'on va faire? Ben voilà qu'on continue à manger encore. On mange trop sucré, on mange trop de glucides, on apporte ce sucre, mais le corps, il veut absolument réduire. Il ne faut pas que ça dépasse 6 grammes, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il va le faire? Eh bien, le corps, il est bien fait. Le Créateur nous l'a bien fait. À ce moment-là, quand il y a trop, voici ce qu'il va faire. Il y a un processus qui se passe dans votre corps qui va prendre ce sucre pour le transformer sous forme de graisse. Et maintenant, eh ben, cette graisse va se former premièrement autour du foie. Quand le foie ne peut plus, il y en a trop, il va le faire autour de la graisse. D'ailleurs, vous connaissez, comment est-ce qu'on fait le foie gras de canard? Vous avez vu comment est-ce qu'on nourrit les canards? On leur donne beaucoup de maïs, beaucoup de glucides. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de glucides, donc beaucoup de glucose, qu'est-ce qui va se passer? Il y a trop de sucre, le foie du canard va commencer à produire du gras. C'est comme ça qu'on fait le foie gras de canard. On gave de glucides pour qu'il y ait beaucoup de glucose pour qu'ensuite on produise beaucoup de graisse. D'accord? Donc, nous, c'est pareil, quand vous allez avoir trop de sucre, le corps est bien fait, vous allez produire de la graisse autour de votre foie. Pas seulement autour du foie.
Il va également, il va également produire de la graisse quand il n'y a pas assez de place maintenant, eh ben, à l'intérieur de ce qu'on appelle vos cellules adipeuses. Ces cellules-là, eh ben, les Iliens en ont plus. Notre génétique fait que nous en avons plus. Et c'est pour ça que ce surplus de sucre est transformé en graisse. Et cette graisse, en fonction, si vous êtes un homme ou une femme, pour les hommes, elles vont venir autour des viscères. C'est pour ça qu'on a des gros ventres. Les femmes, ça va venir, eux, leurs cellules, c'est plus vers les cuisses et les bras. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'on grossit, les hommes prennent du ventre et les femmes au niveau des cuisses, des hanches. Parce que trop de sucre, votre corps veut vous protéger pour pas que vos nerfs se détériorent et va produire cette graisse. Et nous, comme nous avons en tant que Polynésiens ou Iliens, eh ben, on a dans cette génétique, eh ben, on a plus de cellules adipeuses, on peut plus stocker sous forme de graisse. Et quand vous remontez génétiquement, c'était parce qu'avant on était des migrateurs. Et l'histoire de la génétique nous montre que tous ces peuples qui ont fait de longs voyages, les peuples migrateurs, ont développé cette capacité à stocker de la nourriture et à être plus endurants au niveau ils peuvent ne pas manger pendant longtemps. Et c'est pour ça que nous, on a gardé ça dans nos gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, mais on ne va pas aller à l'intérieur, et qu'on a cette capacité à former plus de graisse. Et c'est pour ça que quand vous regardez les pays où il y a plus d'obésité dans le monde, c'est dans le Pacifique. Le plus, c'est Wallis et Futuna, 83% d'obèses. C'est le record dans le monde. Polynésie, 40%. On a vu Calédonie, 37%. C'est parce qu'on est dans cette population qui a cette capacité à former de la graisse. Donc vous comprenez alors que cette graisse, finalement, elle se forme pas à cause du gras que vous avez mangé, mais parce que quand il y a trop de sucre dans votre sang, le corps veut limiter ce sucre pour le mettre maintenant sous forme de graisse. Et c'est pour ça que vous prenez en graisse. Vous prenez en graisse à cause du sucre. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que vous grossissez. Ça, c'est votre physiologie. C'est comme ça que tout être humain fonctionne. Mais les Polynésiens, les Iliens ont plus de capacité à stocker sous forme de graisse. Et quand il y en a trop de sucre, quand il ne peut plus stocker, vous comprenez alors pourquoi que les personnes obèses, qu'est-ce qui se passe? Les extrémités, les vaisseaux sanguins commencent à être rongés, ça commence à stocker le sucre, les cellules vont commencer les nerfs vont se détériorer. Tous ceux qui ont le diabète, on sait qu'ils ressentent moins la sensation de chaud, de froid, ils se blessent facilement, ça ne cicatrise pas beaucoup, parce qu'il y a trop de sucre. Trop de sucre. C'est pour ça que le diabète est directement lié à l'obésité. C'est directement lié les deux. Maintenant que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on grossit, vous pourrez trouver la solution tout seul. Pour pouvoir perdre du poids, il suffit tout d'abord de diminuer toute consommation de sucre. C'est-à-dire, par exemple, bonbons, gâteaux, tout ce qui est sucré, on les met de côté. Il faudrait également limiter tout ce qui est produits industriels. Les produits industriels, sachez qu'ils sont faits de sorte à ce qu'on rajoute du glucose. Ça vient ils appellent ça du sirop de maïs, qui a un haut pouvoir glycémique, qui va faire beaucoup monter votre glycémie, mais ils le font ça exprès pour vous donner cette sensation de goût sucré, pour vous donner envie encore d'en consommer. Donc tout ce qui est produit industriel, vous allez voir le sucre à l'intérieur, on ajoute tout le temps du sucre. Si vous voulez maigrir, commencez par laisser de côté tous les produits industriels. Tous les produits sucrés, gâteaux, bonbons, biscuits. Et également, évitez les boissons sucrées parce que là, c'est une ingestion directe de sucre qui entre dans vos intestins et qui passe directement la barrière. Là, vous ajoutez directement tout ce qui est boissons sucrées, limonade, surtout Coca-Cola, toutes ces sortes-là. Évitez parce que là, vous amenez directement le sucre à l'intérieur. C'est rapide. Il n'y a pas d'aliment, ça ne freine pas. Ça entre le sucre. Donc, évitez cela.
Également, évitez tout ce qui est jus de fruits. Les jus de fruits, on rajoute parfois du sucre. Les jus de fruits, comme on a vu, la plupart sont faits à base de concentré. C'est-à-dire qu'on a chauffé, vous avez un liquide sucré, et pour reconstituer, on rajoute juste de l'eau. Il n'y a pas de vitamines. Vous êtes en train d'ingérer directement du sucre. On a sucré. Mais attention, je distingue bien. Le sucre des fruits qu'on appelle le fructose est différent du sucre qui est ajouté dans les boissons fruitées. Okay? Le sucre des fruits, le fructose, est différent du sucre ajouté dans les boissons sucrées, qui est le glucose. Ce sont deux sucres qui ont la même formule chimique, mais ils n'ont pas la même forme. Et ce qui va se passer, c'est que le corps ne les métabolise pas de la même façon. L'indice glycémique du fructose, il est 4 fois plus petit que celui du sucre. D'accord? Donc comprenez bien, c'est pas pareil. Je vous parle de boissons sucrées, de jus, parce qu'on rajoute du sucre. Et aussi, évitez aussi donc les boissons, les jus de fruits eux-mêmes. Parce que même s'il y a du fructose, ça va quand même faire monter un petit peu votre glycémie. Donc, essayez de laisser. C'est pour cela que quand vous regardez le Créateur, quand il a créé les fruits, tous les fruits qui sont sucrés, qui contiennent du fructose et qui est un bon sucre pour le corps, eh ben, il les a formés avec quoi? Avec des fibres. Et les fibres ont été créées pour que quand vous allez manger ce fruit, le fructose est libéré lentement à cause des fibres. Et que l'assimilation va se faire petit à petit, petit à petit. Et c'est pour cela que les fruits sont bons. Le sucre des fruits n'est pas nocif. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre ces fruits, de les mettre dans des extracteurs et de prendre par exemple du jus de pomme sans fibres, et là vous allez boire. C'est bon, vous pouvez en prendre, mais pas trop, parce que ça va quand même faire monter votre taux de glycémie. Faiblement, moins que si vous prenez le jus. Donc vous pouvez prendre de temps en temps, mais évitez. Si vous cherchez à maigrir, ne le faites pas du tout. Donc ceux qui ont des extracteurs, ce que l'on conseille, ils sont très bien, mais vraiment parfaits pour faire ce qu'on appelle les jus de légumes. Jus de carotte. Vous rajoutez des épinards. Vous rajoutez, voilà, vous pouvez mettre plein de choses. Ça, c'est excellent. Pourquoi? Parce que vous allez prendre quelque chose, c'est un concentré de nutriments, d'enzymes, vitamines, de protéines. Et là, c'est assimilable directement parce qu'il n'y a pas de fibres. Ça vient directement et ça vous rebooste. C'est vraiment quelque chose de génial et de puissant. C'est un alcalinisant puissant. Les extracteurs sont très utiles pour cela. Mais ne les utilisez pas pour faire du fruit. Évitez si vous voulez perdre du poids. On peut en boire. C'est pas dangereux, mais si je cherche à perdre du poids, on évite. D'accord? Donc voilà, voici que si je veux maigrir, je vais alors arrêter tous les produits raffinés, industriels, tous les produits sucrés, également tous les jus en boîte, en canette, les limonades. D'accord? Mais aussi, il y a un autre aliment qui est aujourd'hui celui qui est le plus grand ennemi concernant l'obésité, concernant la prise de poids. Et cela, c'est un cardiologue qui l'a découvert en faisant plusieurs recherches. Il a écrit ce livre, Wheat Belly, c'est-à-dire le blé qui fait grossir. Il s'appelle William Davis. Et en effet, aujourd'hui, le blé fait grossir. Pourquoi? Ce blé que vous avez aujourd'hui dans l'industrie, que vous utilisez pour faire du pain, n'est pas le blé que Dieu a créé. Parce que dans la Bible, on nous parle du pain. Le pain qui est, qu'on compare avec le corps du Christ. Le pain qui était la nourriture de base des Israélites. Le pain, c'est quelque chose qu'on mange, qui est bon. Mais le blé que Dieu a créé n'est pas le même que le blé que vous avez aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, en 1950, une famine au Mexique.
cette famine, eh ben, suite à cela, il y a eu le Centre international d'amélioration du maïs et du blé, un laboratoire qui a essayé d'inventer un blé qui va permettre de pallier à cette famine. Comment? Eh bien, en permettant qu'il puisse produire plus vite, avoir un plus grand rendement. Et ce blé, au travers de différents croisements, est venu. Ce nouveau blé, donc qui n'est pas le blé original, ce nouveau blé, parce qu'il a été efficace, et d'ailleurs celui qui l'a inventé a reçu le prix Nobel, eh ben, a permis de pallier à cette famine. Et parce qu'il a fonctionné, d'autres pays l'ont importé, en Chine, en Inde, et aujourd'hui, c'est tout le monde qui l'a importé de telle manière à ce que 99% de tout le blé cultivé dans le monde, c'est ce nouveau blé. Ce nouveau blé, le voici. Il est beaucoup plus grand. Il l'a fait maintenant, c'est celui que vous trouvez partout. Ce nouveau blé, son avantage, c'est qu'il pousse plus rapidement. En effet, au lieu d'attendre que le blé atteigne 2 mètres, parce qu'avant, les blés, vous avez des champs de blé qui atteignaient 2 mètres, et il fallait attendre que les épis soient un peu plus gros, donc ça se courbe, et c'est là après qu'on met la faucille pour récolter. Et bien là, maintenant, on n'attend plus que ce soit à 2 mètres, on attend que simplement à 30 à 60 cm, c'est bon, c'est prêt à récolter. Et c'est pour ça, regardez aujourd'hui dans les champs de blé dans le monde, vous n'allez plus avoir des champs de 2 mètres. Ils sont tous à 50 à 60 cm, tous les champs de blé, parce que c'est ce nouveau blé. Aussi, il a un meilleur rendement parce que les grains sont plus gros. Et donc, c'est plus efficace. C'était donc une solution à la famine. Ça a fonctionné. Mais le problème, c'est que lorsque l'homme commence à s'initier à l'intérieur, eh ben, il ne peut pas contrôler, il n'est pas le créateur. Et là, il y a eu des inconvénients à cela, qui ne savaient pas, qui n'ont pas recherché. Ils étaient tellement contents d'avoir trouvé ce nouveau blé, qu'ils n'ont pas essayé de faire des recherches concernant les inconvénients. Et c'est que maintenant qu'on se rend compte de ces inconvénients. Quels sont les inconvénients de ce blé? Eh bien, premièrement, c'est que quand vous prenez ce blé, le blé, il y a la partie glucide qu'on appelle l'amidon, et il y a la partie protéine qu'on appelle le gluten. La partie glucide, c'est-à-dire l'amidon de ce blé, fait partie de la famille des amylopectines A. C'est-à-dire que la forme de cet amidon, ce n'est pas un amidon linéaire. Vous vous souvenez la photo que je vous ai montrée? Mais l'amidon de ce blé-là, il a une forme spiralaire avec plein de ramifications. Et ça, il y a un problème. Pourquoi? C'est parce que quand vous allez le manger, ce blé, cette farine, ce pain par exemple, et que dans la bouche, vous allez laisser fondre, on a vu que ça va se décomposer, se former du sucre. Eh bien, tellement il y a les ramifications, le glucose va vite se décomposer. Il y a beaucoup de glucose que ça va donner. Tellement que lorsqu'on mesure l'indice glycémique, quand vous mangez ce pain, eh bien, comparez-le avec le sucre blanc. Quand vous prenez un carré de sucre blanc, quand vous prenez du sucre blanc, que vous mettez dans votre corps, vous l'ingérez, ça va faire augmenter votre taux de sucre. On lui donne à cela donc un indice glycémique, c'est 70. 70, c'est l'indice glycémique du sucre blanc. Vous prenez ce blé, la même quantité, mais en pain, en blé. Vous le mangez. À ce moment-là, ça va faire aussi monter votre glycémie, mais l'indice glycémique que ça fait, il est de 69 pour la farine blanche. Ça veut dire quoi? Vous mangez du pain, c'est comme si vous mangez du sucre. À cause de cette molécule d'amidon qui fait partie de la famille d'amylopectine, avec plein de ramifications, qui fait que quand il est digéré, bram, vous avez une tonne de sucre qui arrive dans votre corps. Voici l'indice glycémique de la farine blanche. Le pire, c'est celle de la farine complète. La farine complète, son indice glycémique est à 70. Et là, on se dit, mais pourquoi on nous dit de manger de la farine complète? Parce que vous avez l'épi. Quand on va préparer la farine blanche, on va enlever l'enveloppe. On prend que ce qu'il y a à l'intérieur. Et on raffine ça, c'est la farine blanche. Mais quand on va prendre l'enveloppe, qu'on appelle le sang, et qu'on garde aussi ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la farine complète.
eh bien l'enveloppe de ce blé, il contient plus d'amylopectine que l'intérieur. Et c'est pour ça que l'indice glycémique de la farine complète est de 70. Et un autre défaut de ce blé que l'homme a créé, c'est que, on a parlé de la partie glucide, mais il y a la partie aussi protéine, qui est le gluten. Ce gluten-là n'a pas la même forme que le gluten du blé ancien. La forme de ce gluten est tellement complexe que le corps n'arrive pas à le digérer et que certaines personnes ont ce qu'on appelle des intolérances au gluten. Comprenez maintenant pourquoi c'est si récent. Depuis 1950, ça a été inventé le blé. Aujourd'hui, c'est mondialisé et depuis que c'est mondialisé, ça fait une dizaine d'années, quinzaine d'années que tout le monde mange ce blé. Vous comprenez pourquoi on a de plus en plus d'intolérance au gluten? Le corps ne reconnaît pas ces choses-là. Et ce qui est difficile et vicieux dans cela, c'est que ce gluten-là, lorsqu'il est ingéré, lorsqu'il traverse la barrière intestinale, le problème, c'est qu'il y aura une molécule, une hormone qui est libérée. Cette hormone fait partie de la famille des endorphines. Pourquoi? Parce qu'elle a la même elle fait la même chose que la morphine. C'est-à-dire que ça vous rend, quand vous prenez de la morphine, de la drogue, ça vous fait du bien, vous avez une sensation de bien-être, et donc vous devenez accro. Quand vous prenez ce blé, eh bien, à cause du gluten, de ce gluten, quand il traverse la barrière intestinale, il y a cette sécrétion d'endorphine du gluten qui va vous rendre indépendant de ce blé. Et aujourd'hui, remarquez que beaucoup de personnes qui consomment du blé, ils sont accros au blé. Les Polynésiens, par exemple, eux, ce sont des accros au pain. On ne peut pas manger un repas s'il n'y a pas du pain. Mais vraiment, ce sont des accros. Vous voyez, les Polynésiens, quand ils vont au magasin, c'est un grand sachet de plastique. À l'intérieur, il y a 10 pains. Et ils peuvent manger une baguette, une personne, au petit déjeuner. Mais vraiment. Parce qu'on devient accro. C'est normal, c'est physiologique à cause de l'endorphine du gluten. Et c'est pour ça que ça devient difficile à laisser tout ça. Or, regardez maintenant votre alimentation d'aujourd'hui. Le matin, on mange du pain, fait avec de la farine blanche ou farine complète, du sucre qui arrive. D'autres vont manger de la viennoiserie, fait avec de la farine de ce blé. Le sucre va booster. Pour les autres, pour les enfants, peut-être on donne des céréales à base de blé. Eh bien, également, on mange, boum, ça augmente le taux de sucre. À la récréation, on donne à nos enfants des gâteaux, des biscuits, faits avec la farine de blé. Lorsque vous mangez à midi ou le soir, vous mangez de la semoule. Couscous, c'est fait à base de blé, semoule de blé. Vous prenez par exemple, le soir, vous allez manger des pâtes, des nouilles, c'est fait à base de blé. Vous prenez par exemple une pizza, une quiche, la farine est faite à base de blé. Vos desserts sont faits à base de blé, les gâteaux. Aujourd'hui, remarquez l'alimentation occidentale est tout fait à partir de blé. Et c'est pour cela que dans le monde, on note une augmentation croissante du surpoids et de l'obésité. Parce que tout le monde aujourd'hui consomme comme ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Votre corps stocke. Et il ne peut plus, va former de la graisse. Et on prend en poids. Est-ce que vous comprenez maintenant? Pourquoi est-ce qu'on grossit? Parce que ce blé-là est un blé qui vous tue. C'est un blé qui vous tue réellement. Et ça, vous vous souvenez de la dame dont je vous ai parlé les 4 premiers soirs, qui a été inspirée de Dieu et dont ses écrits ont été confirmés par la science à 100%. Vous voyez cette dame? Cette dame ne parle pas que de la santé. Elle vous parle aussi d'autre chose. Dieu lui a envoyé des visions. Et sachez qu'on vit dans un monde où il y a le visible
mais il y a aussi l'invisible. Les phénomènes paranormaux, on ne peut pas le nier, ça existe. Les scientifiques ne savent pas expliquer ça, mais c'est réel. Et elle a eu des visions concernant ce monde paranormal. Sachez que la Bible nous parle de Dieu, mais nous parle également d'un ennemi qui a le nom de Satan, l'adversaire. Eh bien, elle a eu une vision concernant ce qui s'est passé lorsqu'il y a une réunion avec Satan. Et sachez qu'il est réel. Il existe, on ne le voit pas, mais c'est un être qui existe. Sachez-le. Il y a des choses qui se passent autour de vous que vous ne voyez pas, et c'est pour ça que je voulais vous inviter à venir pour les soirées restantes. Regardez ce qu'elle a vu. Elle savait déjà ça. Dans le livre Tempérance qu'elle a écrit à la page 10, elle écrira ceci. Satan rassembla les anges déchus, et tous ensemble, ils recherchèrent le moyen de faire le plus de mal possible à la famille humaine. Les suggestions se succédèrent. Finalement, Satan lui-même mit au point le plan suivant. Il prendrait le fruit de la vigne, le blé et d'autres produits que Dieu avait donnés pour nourriture. Puis, il les changerait en poison, qui détruirait les facultés physiques, morales et mentales de l'homme, et aurait un tel effet sur ses sens qu'il pourrait les contrôler à sa guise. Le fruit de la vigne, nous savons ce qu'il en est aujourd'hui. Mais concernant le blé, sachez que ce blé, c'est un aliment que Satan lui-même avait eu cette idée de le changer pour faire du mal à la famille humaine. En effet, le CYMMIT, le Centre de recherche du développement du blé et du maïs, vous savez qui a financé ces recherches? C'est Rockefeller. La société Rockefeller, quand vous allez faire des recherches, vous allez voir que c'est une société qui est, on va dire, luciférienne. Et directement, Satan, qui est un être qui existe, travaille au travers de personnes. Il y a des conseils qui se passent, qu'on ne voit pas. Vous savez, aujourd'hui, les temples lucifériens, ça existe. Il y a des adorateurs de Lucifer. Ceux qui ont financé, c'était justement pour faire ça. Et celui qui a eu l'idée, c'est Satan lui-même. C'est pour ça que ce blé aujourd'hui est là, et c'est pour ça que cet aliment que vous mangez n'est pas l'aliment que Dieu a créé. C'est un aliment créé par l'ennemi pour vous faire du mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent malades à cause de ça. Intolérance au gluten, obésité qui ne fait que d'accroître dans le monde entier. Mais maintenant, bonne nouvelle, c'est que vous savez maintenant que c'est ce blé qui vous fait grossir. Alors, si je veux maigrir, je vais commencer à supprimer le blé. Et regardez la bonne nouvelle qui se passe quand vous allez laisser ce blé. Des recherches ont été faites, par exemple à la clinique Mayo de l'université et l'université de l'Iowa. Ils ont fait cette étude sur 215 personnes qui étaient obèses, c'est-à-dire qu'il y avait un indice de masse corporelle supérieur à 30. Et il leur a demandé de laisser le blé. Ne mangez plus de blé pendant 6 mois. Ils ont tous laissé ce blé. Vous savez ce qui s'est passé? Tous ont perdu 12,5 kilos en moyenne au bout de 6 mois. L'effet est direct. On arrête le blé, on perd du poids. Beaucoup d'ailleurs, en moyenne. Notre université a fait la même chose. C'est l'université de Columbia. Ils ont pris des personnes qui étaient en surpoids. Et maintenant, sur 50% des patients, ils ont tous perdu 12 kilos au bout de 1 an. La moitié des personnes qui ont arrêté le blé pendant 1 an, ont perdu 12 kilos. Ce qui est énorme, n'est-ce pas? Donc, arrêtez le blé et vous allez maigrir. Voici un autre conseil que je voudrais vous donner pour maigrir durablement. Troisième chose, ce n'est pas seulement
la qualité des choses que vous mettez, donc quand il y a du glucose qui va vous faire grossir, mais vous allez voir qu'il y a une autre chose également qui vous fait grossir. En effet, regardez ce qui se passe quand vous mangez. Vous prenez un repas. Au moment, par exemple, du petit déjeuner, dans ce que vous avez mangé, peut-être qu'il y a du glucose. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, trop de sucre qui arrive, le pancréas va faire de l'insuline pour que ce sucre va être rangé. Donc, vous avez une sécrétion d'insuline qui va augmenter. Après, vous avez le goûter qui vient. Les enfants donnent du goûter ou on prend un petit snacking. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a du sucre à l'intérieur, des glucides. Le taux d'insuline augmente. Vous avez le déjeuner, ça augmente. Vous avez un autre goûter, le taux d'insuline augmente. Dîner, ça augmente. Et c'est seulement le soir que vous dormez, vous ne mangez plus, donc là, le taux d'insuline, il revient bas à la normale. Or, vous comprenez alors que, eh ben, à force de grignoter, on voit qu'il y a une exposition constante et fréquente d'insuline. Ça va tout le monde. Or, regardez maintenant l'étude qui a été faite lorsqu'on va prendre des personnes et qu'on va les exposer constamment à de l'insuline. Par exemple, des personnes qui sont atteintes du diabète du type 2 et qu'on va donner comme traitement de l'insuline. On leur donne de l'insuline, ils vont s'injecter de l'insuline parce qu'on pense que ça va aider à faire entrer le sucre, mais vous allez voir que demain, ce n'est pas le cas. Et bien, quand on va leur donner un traitement où on va leur donner de l'insuline, eh ben, ils vont prendre du poids. Quand on va leur donner beaucoup d'insuline, ils vont prendre plus de poids. Donc, ces personnes qui s'injectent constamment de l'insuline, on voit que plus il y a d'insuline, plus ils sont exposés à l'insuline, plus ils vont grossir. C'est ce qu'on fait également pour les personnes qui sont atteintes du diabète de type 1. Ce sont des personnes qui sont maigres en général, on les reconnaît comme ça. Et bien, ces personnes qui sont atteintes du diabète de type 1, quand on leur fait des injections d'insuline, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils prennent, 4 mois plus tard, du poids. On voit alors que quand on est exposé fréquemment à l'insuline, on grossit, on prend du poids. Vous comprenez alors que quand vous mangez et que vous grignotez entre les repas, eh ben vous êtes exposé constamment à l'insuline, vous prenez aussi du poids. Il n'y a pas seulement alors la qualité de vos repas qu'il faut faire attention, mais il y a aussi la fréquence de vos repas. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous mangez plus entre les repas, vous enlevez le goûter? Eh bien, à ce moment où l'insuline était bas, eh bien maintenant, il va pouvoir redescendre. Moins d'exposition à l'insuline. Et qu'est-ce qui se passe si vous sautez un repas? Eh bien là, encore moins d'insuline. Moins d'exposition à l'insuline, vous verrez que vous serez exposé à une perte de poids. Et ce conseil, Ellen White aussi l'avait déjà donné. Regardez ce qu'elle écrivait, il y a 100 ans maintenant. Elle nous dit, on doit manger à intervalles réguliers et ne rien prendre entre les repas. Ni pâtisserie, ni même les fruits, ni nourriture d'aucune sorte. Vous ne connaissez pas encore l'insuline, mais elle savait qu'il ne fallait pas manger entre les repas parce que Dieu lui a dit. L'irrégularité est préjudiciable au bon fonctionnement des organes digestifs et altère la santé et la bonne humeur. En outre, les enfants se mettent à table sans appétit pour les aliments sains et manifestent des préférences pour ce qui leur fait du mal. Et elle nous dit ceci à notre conseil, dans son livre Conseil sur la nutrition et les aliments, que la méthode de prendre 2 repas par jour est généralement favorable à la santé. Cependant, certaines personnes ont besoin d'un 3e repas, c'est-à-dire les personnes qui ont un travail très physique. Eh bien, celui-ci, par contre, devra être très léger. Si on doit avoir un 3e repas, prenez-le très léger. Donc, pas beaucoup. Une soupe, par exemple, un fruit, 2 fruits, d'accord? Donc, mangez pas beaucoup. Donc, voici alors que nous devrons manger moins fréquemment. Essayez d'avoir 2 repas, et rien, ou 3 repas, mais rien entre les repas. Ça va vous aider à maigrir. Comment est-ce qu'on pourrait éviter de grignoter? Eh bien, pour éviter d'avoir faim, il faut limiter cette sensation de satiété. Comment est-ce qu'on fait cette sensation de faim, sensation d'appétit, qu'on va faire en buvant de l'eau entre les repas? Vous vous souvenez, 2 heures après, je bois de l'eau régulièrement. Vous allez voir que le fait que votre estomac
voit traverser un liquide, eh ben, vous avez cette sensation, vous avez moins de faim, vous avez moins cette sensation de faim. Également, eh ben, non seulement je bois entre les repas, j'aurai pas faim, j'aurai moins faim, mais en plus, autre chose, c'est que je vais faire que quand je mange un repas, ce repas, quand il va être assimilé, il va prendre du temps pour que ça dure l'assimilation des nutriments et que finalement, j'ai pas faim parce qu'il y a toujours ce repas qui est en train d'être assimilé par mon corps au niveau de mes intestins. Et pour ralentir l'assimilation des nutriments, ce qu'on fait, c'est qu'il faudra associer dans votre repas lipides insaturés, c'est-à-dire les huiles. Pourquoi? Parce que l'huile va enrober vos aliments quand vous mangez. Le fait que ça enrobe, ça met plus de temps au niveau ensuite du passage dans l'intestin. Ça met plus de temps. Également, on va apporter des protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, on a vu, elles commencent à se digérer où? Dans l'estomac. Le fait qu'il y a des protéines, ça reste un petit peu plus longtemps parce que c'est là que les enzymes protéases vont commencer à faire le travail. Donc, on ralentit le passage. Ça bloque ici, on mange. Et aussi, on va prendre des fibres. Parce que les fibres également, ça ralentit le passage des nutriments au niveau de l'intestin. Comment est-ce qu'on associe concrètement ces choses? Eh bien, c'est simple, c'est quand vous appliquez ça. Vous vous souvenez? Quand vous prenez des fruits crus ou des légumes crus, vous avez des fibres. Quand vous mettez à l'intérieur votre huile, vous avez les lipides. Et les protéines, vous les avez bien sûr dans les légumes, mais aussi dans les légumineuses, dans les graines. Dans la quinoa aussi, par exemple. Donc, en appliquant ce que nous avons vu, eh bien vous allez avoir un repas qui va vous maintenir. Vous n'aurez pas trop faim. Vous avez les trois. Dans notre plat, par exemple, je mets la sauce, j'ai mes lipides insaturés, j'ai mes protéines dans mes lentilles, dans ma quinoa, j'ai mes fibres dans mes légumes. Et ça me tient. Je peux également faire, vous vous souvenez, au petit-déj, smoothie complet. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a vu qu'il y avait de l'huile, lipides insaturés, j'avais mes protéines dans mes noix, j'avais également mes fibres dans mes fruits. Et ça me tient. Je vous dis, ça fonctionne. Je vais vous parler par exemple de mon beau-père qui est parmi nous, il pourra vous le dire. Lorsqu'il était venu il y a 2 ans sur Punaauia, sur Tahiti, parce qu'on habitait encore à l'époque à Tahiti avec mon épouse, eh bien, il voyait que le matin, on se préparait ces smoothies-là. Et il voulait également goûter. Il a goûté et il a aimé. Mon beau-père, c'est quelqu'un qui a besoin de manger parce qu'il travaille beaucoup. Il se dépense beaucoup. Toute la journée, il travaille et il prend son repas le matin. Des fois, il vient grignoter, il mange à midi et le soir. Et quand il est rentré donc, sur l'île de Tahaa, eh ben, il a appliqué ça et le matin, il se faisait des smoothies. Et il me disait que quand il prenait son smoothie, eh ben, il tenait toute la journée. Alors qu'avant, c'était juste sans chocolat avec le pain, le restant de la veille. Il mangeait beaucoup, mais il avait encore faim à midi. Alors que là, ça tient. Donc essayez, ça va vous aider, vous n'aurez pas faim. Mangez comme ça, mélangez les huiles, rajoutez de l'huile à chaque fois, prenez des fibres, des fruits crus, des légumes crus, et vous allez voir, ça va vous tenir. Et là, vous n'aurez plus envie de grignoter, du coup, vous aurez moins d'exposition à l'insuline, du coup, vous allez commencer aussi à perdre du poids. Autre chose qui va vous aider à perdre du poids, bien sûr, c'est l'exercice physique. Ça, on le sait, on va dépenser, on va bouger, et on a besoin pour être en bonne santé, nous avons vu. Mais pourquoi l'exercice physique est important? Ça va vous aider à la perte de poids. En effet, Colin Campbell va dire ceci dans son livre de China Study, que 15 à 45 minutes de sport par jour permet de perdre 5 à 9 kilos que l'on aurait gardés sans en faire. C'est-à-dire que si vous changez votre alimentation, vous allez avoir moins faim, vous n'allez pas grignoter, vous allez perdre du poids. Vous laissez le blé, vous allez perdre du poids. Mais si vous faites du sport en plus, eh bien vous allez perdre encore 5 à 9 kilos en plus. Donc le sport, si vous voulez perdre du poids, ça va vous aider. 15 à 45 minutes de sport, pourquoi? Eh bien voici, c'est
quand on parle de 15 à 45 minutes, il parlait sur une base d'une dépense de 150 calories, c'est-à-dire quand vous faites par exemple 45 minutes de volleyball, vous faites 30 minutes de marche rapide ou 30 minutes de jardinage. Le jardinage est un bon sport et c'est un sport productif. Vous avez la natation, 20 minutes, c'est suffisant. Vous avez du basketball, 20 minutes. La course à pied, 15 minutes. Faites ces activités tous les jours, régulièrement. Reposez-vous une fois par semaine et vous allez voir que ça va vous aider à perdre du poids. Quand le faire, nous avons vu quand le faire, le sport, il faudrait plutôt le faire le matin, pas le soir avant de dormir, pas avant 16h, voire 17h, parce que là, vous aurez du mal à dormir, vous ne pourrez plus récupérer. Il faut que vous puissiez dormir absolument avant 8h, voire 9h. Aujourd'hui, on fait exception. On a besoin de comprendre. Mais c'est important de dormir avant ces tranches horaires. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez des 4 hormones dont on a parlé. Ces 4 hormones qui vont vous permettre de régénérer. Vous vous souvenez? Elles vont, le pic de la sécrétion, c'est entre 10 heures du soir et 3 heures du matin. Quand vous êtes dans ce sommeil profond entre 10 heures et 3 heures, c'est là que vous sécrétez ces 4 hormones pour vous régénérer. C'est pour ça qu'il faut dormir 2 heures avant pour pouvoir tomber dans cette phase profonde et qu'entre 10 heures et 3 heures, vous ne vous réveillez surtout pas, que vous soyez en train de dormir pour que vous puissiez vous régénérer. Remarquez que tous ceux qui dorment après 10 heures, ils ne sont pas en forme le lendemain, ils ont du mal à dormir. Ils se retournent dans le lit. Ça, c'est vrai, parce que c'est ce que je fais l'expérience depuis 2 semaines. Donc, je vous dis, faites cet essai. Dormez avant 8 heures et vous allez voir que vous allez bien vous régénérer. Et c'est pour ça qu'on parlait de boire de l'eau avant, s'arrêter avant 18 heures pour que nous puissions aller aux toilettes avant de dormir pour ne pas se réveiller dans la nuit, pour ne pas couper. Parce que si vous coupez votre sommeil, votre régénération, elle diminue également. D'accord? Donc, c'est pour ça que le sport, finalement, on ne le fait pas avant de dormir. Ça va nous exciter, ça va prolonger notre sommeil. On le fait plutôt le matin. Le matin, après ce grand verre d'eau que j'ai bu, je vais boire beaucoup d'eau. Maintenant, je me suis hydraté, je vais aller faire du sport et je vais le faire également pendant mon sport. On a vu donc, évitons de le faire en soirée. Donc, si on récapitule tout ce qu'on a dit, pour maigrir, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, éviter les produits sucrés, raffinés, les produits industriels. Deuxièmement, éviter les aliments à base de blé. Troisièmement, manger davantage de fruits et légumes crus, des oléagineux. Quand vous faites cela, vous combinez, on a vu, lipides insaturés, fibres et protéines. Également, 3 repas par jour, voire 2 repas si possible. Mais surtout, rien entre les repas pour ne pas être exposé constamment à l'insuline. Et dernièrement, faire de l'exercice physique, et j'ai oublié de le préciser, à jeun. Faites-le à jeun. Pourquoi? Quand vous faites le matin du sport, eh bien, sachez que quand vous allez faire le sport le matin, vous n'avez rien mangé. Et comment est-ce que le corps alors va utiliser le glucose? D'où va provenir ce glucose? Vous vous souvenez du glucagon? Il sera relâché pour faire quoi? Vous voyez le glycogène qui est à l'intérieur de vos muscles, qui a été stocké. Eh bien, le glucagon va relâcher ce sucre-là. Et c'est ce sucre-là que vous allez utiliser pour pouvoir faire de l'exercice physique. Quand il n'y en a plus, il va aller chercher après dans la graisse. C'est pour ça que vous perdez du poids en faisant du sport à jeun. Voilà. Donc, vous pourrez le faire, essayez-le et sachez que ça fonctionne peu importe votre âge. Et je précise, parce que certains pensent que si on est trop âgé, je ne vais pas perdre du poids. Je vous le dis, c'est faux. Pourquoi je vous dis cela? Malheureusement, je n'ai pas pu prendre sa photo parce que quand je l'ai rencontré, après il s'est déplacé sur Tahiti. Nous étions sur Tahaa. J'aurais aimé le faire. C'est un homme qui aujourd'hui est âgé de 74 ans. Il s'appelle Leonard Beneteau. Et Leonard Beneteau, c'est quelqu'un qui est obèse. Il pesait 141 kilos lorsque je l'ai rencontré. C'était le 14 novembre 2018. Un homme obèse, mais surtout qui était malade. Malade, diabète, énorme, et beaucoup, il disait qu'il a eu beaucoup d'opérations. Donc, imaginez un homme qui est en piteux état, il boite quand il se déplace, avec une canne énorme,
Et voici que je suis parti le visiter un jour avec mon beau-père. Et à ce moment-là, c'était... Non, avant, on avait eu un repas. Il nous a invités à un repas chez lui. Et pendant ce repas, il me racontait ça. Il dit, Herimoana, je suis un gros malade. Tu vois, je suis gros, j'ai du mal à perdre du poids. Et j'ai eu plein d'opérations. Et après, je lui dis, Léonard, tu n'aimerais pas que je puisse venir te parler de la santé pour voir comment maigrir, parce que tu peux le faire. Elle m'a dit, si, j'aimerais bien que tu viennes. Et c'est là, après, qu'avec mon beau-père, on est parti un samedi après-midi le visiter, et je lui ai donné le séminaire santé en vidéo. Vous vous souvenez? Je vous ai parlé de cette clé USB. Je lui ai donné cette clé USB, et là, à mon grand étonnement, je lui ai dit, regarde ça, et ça va t'aider. Il m'appelle le lendemain, c'était le samedi après-midi qu'on est parti chez lui. Le lendemain, il m'appelle, Herimoana, j'ai tout vu. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Il a passé toute l'après-midi à regarder parce qu'il avait envie de savoir comment maigrir. Et maintenant, il m'a dit, je vais mettre en pratique. J'ai dit, ok, vas-y. Et là, je lui ai donné aussi le conseil que je lui donnerai à la fin, comment faire pour réussir vraiment et tenir. Je lui ai donné ce conseil et il va le faire. Il va commencer à laisser le pain, tout ce qui était blé, tout ce qui était sucre, tout ce qui était jus, parce qu'il aimait bien boire le jus, il laisse le poisson, la viande, toutes ces choses. Même pas un mois après, quelques semaines après, il devait descendre sur Tahiti parce qu'il avait des examens à faire. Et ces examens se faisaient le 18 février. Donc du 14 novembre, 18 février, ça va faire 3 mois. 3 mois qu'il a appliqué ce régime. 18 février, il a ses examens à l'hôpital. Et quand il va aller faire ses examens, il monte sur la balance 110 kilos. De 141 kilos, 110 kilos. Il a perdu 31 kilos à 74 ans, juste en appliquant ces conseils. Pour vous dire que c'est possible à n'importe quel âge. Et aujourd'hui, il m'a dit, ne t'en fais pas, je vais tenir. Il m'a donné les conseils, je sais comment il faut faire, je vais tenir, parce que je voudrais aussi témoigner que c'est possible. Et là, on attend au prochain séminaire sur Taha'a au mois de septembre, parce qu'il m'a dit, il va témoigner. Mais pour vous dire, peu importe votre âge, ça fonctionne. Nous avons fait un séminaire santé également sur Taha'a, de l'autre côté de l'île à Pattio. Des personnes ont essayé, une femme qui était obèse. En 2 mois, elle a perdu 20 kilos. 10 kilos par mois, c'est rapide. C'est rapide. Et aujourd'hui, elle sait comment faire pour s'entretenir. Le plus facile, c'est de mettre en pratique. Le plus difficile, c'est de maintenir. Mais quand on a compris, c'est plus facile parce qu'on sait qu'est-ce qu'on met dans notre corps. On mange intelligemment en sachant que ça m'aide, ça m'aide, ça me fait grossir, je laisse. C'est plus facile à faire ces choix. Et c'est pour ça que je vous invite à comprendre toutes choses, l'alimentation, qu'est-ce que ça vous fait. En comprenant ça, ça va vous aider dans la perte de poids. Mais pas seulement. On peut comprendre, mais parfois, il y a un manque de volonté. Et ça, sachez une chose, qu'il y a un moyen pour réussir à 100%. Et c'est ce conseil que j'aimerais vous donner. Ce conseil qui va vous aider pour perdre définitivement ce poids et durablement ne plus revenir en arrière. Vous avez compris comment faire? Maintenant, il vous manque cette volonté. Cette volonté, vous pouvez l'avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est en vous, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui provient du Père des Lumières, dont tout don parfait découle. Et lui, il peut vous donner cela. En effet, son fils dira ceci un jour, dans Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep. » Vous voyez la vigne, le tronc, c'est le cep. Il dit, « Vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches sur lesquelles vont venir les fruits. » Et il dit, « Celui qui demeure en moi, si vous êtes connecté à moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si je suis avec Jésus, on nous dit, je vais porter du fruit. Les fruits dont il parle, c'est ce qu'on lit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit qui est un des fruits, la maîtrise de soi. Il va m'aider. Il va m'aider si je lui demande.
Parce qu'il me dit que sans lui, je ne pourrai rien faire. Et c'est pour ça que je vous conseille ceci. Si vous voulez avoir cette volonté pour maigrir, demandez-lui. Faites une prière. Demandez simplement, Seigneur, aide-moi à maigrir, donne-moi la volonté pour le faire. Au nom de Jésus, Amen. Et vous allez voir ensuite ce qui va se passer dans votre vie. Parce que la Bible nous dit également ceci, que je puis tout par celui qui me fortifie. Il vous donnera la volonté pour le faire. Et quand vous allez le faire, n'oubliez pas surtout de le remercier. C'est ce que j'aimerais vous inviter à chacun de vous, de faire cet essai si vous êtes dans cette situation. Et je sais qu'avec la prière, le Seigneur va bénir vos efforts. Merci à chacun de vous. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse.